Nous sommes à l'automne 1973. Voici donc arrivant à la Guadeloupe, département français d'outre-mer. Et là, je dois dire que mes impressions de départ sont un petit peu ambiguës, dans la mesure où finalement je retrouve effectivement ce que sont les attributs de n'importe quel département. Je vois la poste, je vois les banques, Crédit Agricole, BNP, je vois les écoles, bref, un univers qui semble familier. Mais en même temps, bien sûr, on sent quelque chose d'autre, une altérité, ne serait-ce que dans le type physique des habitants, hein, puisqu'ils sont généralement, disons, comme l'on dit là-bas, de couleur, avec en plus des données culturelles qui me paraissent parfois un petit peu étranges. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Bref, une société qui me semble assez difficile à décrypter, à la fois dans sa familiarité et dans son étrangeté. Bon, je commence à faire des cours. À l'époque, donc, comme j'ai été nommé assistant d'histoire, je commence à donner des cours d'histoire donc, à l'université. Et puis, arrive donc sur ces entrefaites, donnant lui aussi des cours, quelqu'un qui venait exprès donner une série de cours pour une trentaine d'heures. Il arrivait, lui, directement de Montréal, de l'Université de Montréal. Il s'agissait de Jean Benoît, grand spécialiste en anthropologie de la Caraïbe. Donc, le voyant arriver, je me dis, tiens, c'est l'occasion là de suivre un cours d'ethnologie sur ces lieux qui me semblent un petit peu étranges. Donc, je suis ces cours. Et là, je dois dire que c'est une révélation. C'est une révélation parce que Jean Benoît me donne les clés pour comprendre ce type de société. Et notamment, donc, tout de suite, il qualifie ce type de société. Il dit, nous sommes là dans le cadre d'une société de plantation. Donc là, il livrait, si vous voulez, à ma réflexion, ce concept qui circulait dans l'anthropologie nord-américaine depuis déjà quelques années, le concept de société de plantation. Société de plantation qui, finalement, a conditionné toute l'histoire sociale et culturelle de ces lieux, dans la mesure où c'est à cette société de plantation qu'a été rattachée la traite négrière et le système esclavagiste. C'est à partir de là également que toute la vie économique a été façonnée. Et ce qu'il rajoutait, c'est qu'on était à l'époque, à une époque de crise de la société de plantation. La société de plantation était en train de basculer dans le passé. La vie productive, désormais, s'orientait vers d'autres bases. Une économie de transfert, à partir des fonds que la métropole injectait vers ces départements d'outre-mer. Et puis, bien sûr, aussi, le tourisme. Donc une société de services et de tourisme qui prenait le pas sur l'ancienne société de plantation. Et on voyait d'ailleurs bien comment des reconversions à l'époque s'opéraient. À la Martinique, par exemple, les Békés, la caste blanche dominante, qui était, disons, à la tête des terres, hein, qui conservait la propriété des terres, eh bien, avait tendance finalement à se déplacer, à déplacer ses points d'appui des terres vers l'import-export, vers les supermarchés. Et on voyait bien cette transition à l'œuvre à cette époque. Donc,
je sors de ces cours avec vraiment là, désormais, des instruments intellectuels pour appréhender la réalité antillaise. Et je dois dire que je me dis, il faut maintenant que je trouve un sujet de thèse. À l'époque, comme j'avais une formation d'historien, ce qui m'intéressait au premier chef, c'était justement les rapports entre l'histoire et l'anthropologie. Et je me suis dit, il faudrait que je trouve un moyen de concilier les deux. D'autant que j'étais aussi très sensible à ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle histoire. La nouvelle histoire qui justement allait souvent à la rencontre de l'ethnologie. Pour des raisons de carrière universitaire, il fallait que je trouve un directeur de thèse en histoire, mais qui soit très ouvert à l'anthropologie. Et j'ai donc pris contact avec un grand historien qui s'appelle Emmanuel Leroy-Ladurie et qui a accepté donc de me prendre sous sa coupe, sous sa houlette, et qui en même temps m'a conseillé de m'inscrire aussi avec ce que j'appellerais un directeur de thèse secondaire qui travaillait à l'époque au laboratoire d'anthropologie sociale, qui était une sorte de bras droit de Claude Lévi-Strauss, Isaac Kiva. Voilà. Donc j'ai surtout en fait été en contact, plus qu'avec Emmanuel Leroy-Ladurie, avec Isaac Kiva. Et je me suis dit, bon, il faudrait maintenant que je trouve un sujet. Et je suis allé retrouver Jean Benoît, qui a une maison en Haute-Provence. Je suis allé le retrouver pendant l'été. Et là, je lui ai fait part de mon désir de trouver un sujet de thèse dans une perspective à la fois d'anthropologie et d'histoire, avec également l'idée de faire une thèse dans le style monographique. Parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de monographies villageoises. Donc, trouver un lieu dans lequel je pourrais adopter cette perspective et, voilà, en même temps, progresser. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit ce qui serait intéressant, il y a très peu de choses qui ont été écrites sur ces îles, essayez donc de travailler sur les îles des Saintes, et notamment sur l'île de Terre-de-Haut des Saintes. Alors il se trouve que pendant ma première année aux Antilles, j'étais allé en balade, mais j'avais à l'époque aucune idée préconçue. J'étais allé en balade à Terre-de-Haut, justement, à Terre-de-Haut des Saintes, et je dois dire que j'avais été totalement subjugué par la beauté de cette île. Une petite île qui fait environ 5 km², extrêmement pénétrée par la mer, avec des criques, des baies, un village qui est tout entier tourné vers une des plus belles baies du monde, hein, la baie de Terre-de-Haut. Et donc, je me suis dit, oui, ça c'est une très bonne idée, parce que ça me permettrait de travailler dans un environnement qui, esthétiquement, m'agrée. Et puis aussi, il y avait une raison pour laquelle, dans la mesure où je désirais faire une monographie, qui m'incitait à choisir justement cette petite île, c'est que la Guadeloupe, tout comme d'ailleurs la Martinique, est une île où il est très difficile de circonscrire des communautés locales, dans la mesure où l'habitat est extrêmement dispersé le long de ce qu'on appelle en Guadeloupe des sections, où il n'y a pas de centre, où les habitations s'égrènent le long des routes, sans que véritablement n'apparaissent véritablement des cœurs d'habitat. Alors qu'à Terre-de-Haut, ce n'était pas le cas, puisque finalement, l'exiguïté de l'île faisait que là était véritablement installé ce qu'on pourrait appeler un véritable village de pêcheurs d'ailleurs, qui faisait que là, il n'y avait pas de problème pour véritablement circonscrire le lieu d'une étude monographique. Donc, me voilà revenu, à l'issue de cette première année, me voilà revenu à la Guadeloupe, et donc je commence à poser des jalons pour une étude de terrain aux Saintes.
Donc ça signifiait qu'il fallait que j'organise mon emploi du temps, que je puisse louer une case à Terre de Haut avec mon épouse et que nous puissions nous partager entre les deux endroits, à savoir la Guadeloupe que j'appellerais continentale, où je devais quand même continuer à faire des cours, et puis donc Terre de Haut. Alors les choses ont bougé un petit peu, on a changé de case à plusieurs reprises, on a fini par une très très jolie case dans le quartier de Fontcuré, justement, de Terre de Haut. Entre-temps, mon épouse avait pu devenir enseignante elle-même à Terre de Haut. Et donc, finalement, pour aller faire cours, à l'époque, je n'avais qu'à prendre un petit avion qui faisait donc Terre de Haut, Pointe-à-Pitre. Le vol dure un quart d'heure. Ce n'était pas hors de prix et je pouvais donc me permettre de faire ces trajets hebdomadaires entre l'île de Terre de Haut et la Guadeloupe. La Guadeloupe, donc, où je continuais malgré tout à assurer bien sûr mes cours, disons, relatifs à mon statut d'enseignant-chercheur à l'université. Voilà, donc j'ai commencé à travailler sur Terre de Haut progressivement. J'ai commencé évidemment à établir des contacts. Et puis voilà, je me suis dit comment travailler sur cette île, comment d'abord rendre compte de son originalité. L'originalité de cette île, c'est qu'elle a conservé, contrairement à la Guadeloupe, un peuplement très clair de peau. Comment l'expliquer ? Pourquoi cette île est une île que certains Guadeloupéens qualifient d'île blanche ? Et pour cela, il fallait évidemment faire référence, là aussi, en contrepoint, je dirais, au concept de société de plantation. Dans la mesure où Terre de Haut, c'est justement une Antille qui n'a pas connu la plantation. Et c'est une Antille qui a été colonisée en même temps que les autres, c'est-à-dire au XVIIe siècle, mais où s'est installée une population qui a vécu essentiellement de la pêche. Et donc, dans la mesure où c'était une population de pêcheurs, très peu d'esclaves sont arrivés sur l'île. Donc, ce sont des descendants finalement d'arrivants européens qui ont fait souche sur place, avec bien sûr quelques esclaves, il y en avait quand même quelques-uns, mais ce qui est extraordinaire, c'est que à Terre de Haut, le mélange des populations s'est fait par une sorte d'absorption presque invisible de ces éléments d'origine africaine. Ce qui fait qu'effectivement, la population de Terre de Haut est restée très claire, ou en tout cas très faiblement métissée, un métissage que je rappellerais presque imperceptible au niveau visuel. Voilà, donc cela m'a amené à m'intéresser au système de production de Terre de Haut, à savoir la pêche. Donc j'ai longuement étudié les pêcheurs de Terre de Haut, en partant en mer avec eux, ce qui pour moi était un petit peu difficile parce que je suis un petit peu sujet au mal de mer. Bon, donc il y a eu parfois des expériences un peu pénibles, mais bon, j'ai résisté. Donc la pêche, et puis toutes les données culturelles afférentes, que j'ai essayé d'explorer dans le détail. Et puis, il y avait cette volonté pour moi d'associer l'histoire, dans la mesure où ce qui m'intéressait, c'était de voir finalement en face de moi un objet qui soit véritablement un objet présent, un objet vivant, mais en même temps qui soit immergé dans le passé. Et un objet que je puisse manipuler sur finalement une durée suffisamment longue pour que cela soit signifiant. Et je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est d'étudier justement la population d'un point de vue, je dirais, de la démographie historique, et surtout la manière dont l'histoire de la population peut justement expliquer cette originalité phénotypique de la population. Et pour cela, je me suis dit, le meilleur moyen de remonter justement, de pouvoir ancrer cette étude dans le passé, c'est
de consigner, de constituer un fichier de population à partir des registres d'état civil. Donc, je me suis mis à collecter toutes les données relatives au registre d'état civil depuis le milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire depuis 1848, date de la libération des esclaves. J'ai commencé à engranger des données et bien sûr, à l'époque, l'informatique était balbutiante, mais elle existait déjà. Et je me suis dit, il faut absolument que je traite ça de manière informatique. Donc, j'ai constitué un fichier informatisé des données. Et cela m'a permis ensuite de pouvoir, à partir de là, appliquer à ces données informatisées un programme d'exploitation généalogique. Mais une généalogie exhaustive, portant sur toute la population. Généalogie ascendante, permettant donc des individus vivants remonter vers leurs ancêtres de 1848, et puis, à partir des individus vivant au milieu du XIXe siècle, descendre jusqu'à la population actuelle. Alors ça m'a permis de voir des choses assez étonnantes, de voir finalement comment l'île, finalement au niveau populationnel, était une île très repliée sur elle-même, hein, ce qu'on pourrait appeler une endogamie insulaire très forte, avec toujours finalement des mêmes individus se retrouvant à divers lieux, à divers endroits du réseau généalogique, avec bien sûr une sorte de resserrement de la population dans les limites de l'île, même si évidemment il y avait des départs qu'il était difficile d'apprécier, mais également des arrivées que l'on pouvait par contre suivre dans leur descendance. Cela m'a permis de voir comment, justement, s'était opéré le métissage sur l'île, dans la mesure où il y a un document tout à fait intéressant, mais qui, dans le cas malheureusement de Terre de Haut, est très lacunaire, qui est le registre d'inscription des nouveaux citoyens qui a été établi par les officiers d'état civil à l'époque de la libération des esclaves. Il se trouve que j'ai pu retrouver une page de cette pièce, de ce dossier de libération des esclaves, de ce registre. Ça concernait donc une esclave qui s'appelait Noélia Bonbon, et on retrouve effectivement ses descendants dans la population actuelle, où aujourd'hui peu d'éléments ne permettent de les différencier des autres, dans la mesure où la descendance de cette Noélia s'est fondue dans la masse. Ça m'a permis également de voir comment certains ancêtres contribuent de manière tout à fait extraordinaire à la postérité, par leur postérité, à la population actuelle de l'île. Et j'avais trouvé donc, j'avais repéré l'existence d'une certaine Léonie, restée célèbre dans la mémoire de l'île parce qu'on l'appelait Manny. Et cette Manny, qui vivait donc au milieu du XIXe siècle, avait, à l'heure donc où je faisais l'étude, des centaines de descendants. Parce que justement sa postérité avait été extraordinaire. Et lorsqu'on a déroulé les listings informatiques qui consignaient toute sa généalogie descendante, cette généalogie descendante s'étendait sur plusieurs mètres de listing. Voilà. Donc ça m'a permis, cette étude informatique, de véritablement comprendre comment la population de Terre de Haut s'était constituée et comment donc finalement cette originalité qui sert au sentiment ethnique des habitants, sentiment ethnique qui les fait se sentir différents des Guadeloupéens, mais en même temps qui correspond aussi à une exodéfinition dans la mesure où les Guadeloupéens enregistrent aussi de leur côté cette originalité. Donc il y a tout un jeu d'ethnicité entre une autodéfinition et une exodéfinition qui était là en jeu, et cela m'a permis donc d'arriver à un point tout à fait important pour le cheminement de ma réflexion, la réflexion en termes d'ethnicité et d'identité raciale.
Voilà, alors à partir de toutes ces données rassemblées, j'ai pu rédiger ma thèse, qui était à l'époque donc une thèse de troisième cycle. Une thèse de troisième cycle que j'ai intitulée tout simplement Terre de Haut-des-Saintes et avec sous-titre Écosystème, population, ethnicité dans une île de la Caraïbe. Thèse qui a été soutenue donc en 1977, à l'automne 1977, et qui a été soutenue avec un jury composé à la fois d'un historien, à savoir Laura Ladurie, de deux anthropologues, Isaac Kiva et Lucien Bernot, d'un géographe, Olivier Dollfus, et puis, disons, était venu également à la soutenance un généticien des populations, Albert Jacquard. Voilà, donc il fallait bien sûr que cette thèse puisse être un petit peu connue du public, et pour cela, donc, cela a donné lieu à un ouvrage que j'ai intitulé, là encore, Terre de Haut-des-Saintes, avec comme sous-titre Contraintes insulaires et particularismes ethniques dans la Caraïbe.